bien, je vous propose de démarrer cette intervention avec un petit mot donc de Rui Albarrán, qui est avec nous aujourd'hui, donc directeur commercial de Clé International. Merci Annick, merci Annick. Donc bonjour à tous chers collègues. Aujourd'hui, notre équipe est ravie de vous saluer à l'occasion du BELC d'été organisé par France Éducation Internationale et auquel nous avons le plaisir de participer en cette fin du mois de juillet 2021. Comme vous le savez, Clé International, l'éditeur de français langue étrangère, est toujours à vos côtés grâce à nos différentes actions mondiales, régionales et locales. Formation, suivi, conseils et autres sont conçus spécialement pour vous avec l'objectif de contribuer à votre précieuse tâche d'enseignement du FLE. À cette occasion, nous vous présentons DELF nouveau format, comment préparer efficacement nos apprenants. Intervention qui sera animée par Annick Atterer, déléguée pédagogique de Clé International. Annick Atterer, enseignante de FLE depuis plus de 20 ans. Elle s'est spécialisée dans le domaine des technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement, PETIS. Elle a animé des ateliers parcours numériques pour enfants et adolescents à l'Institut français d'Athènes et exerce depuis quelques années en distanciel auprès des adultes. Dans cet atelier qu'elle anime aujourd'hui, nous verrons comment préparer efficacement les futurs candidats aux certifications, aussi bien tout au long de l'année qu'en dernière ligne droite avant l'examen. Une attention particulière sera apportée à l'évaluation et à la conception des questionnaires à choix multiples. Voilà. Et maintenant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente formation où que vous soyez dans le monde. Annick, la parole est à toi. Merci beaucoup, Rui. Donc, effectivement, on va s'intéresser à comment préparer efficacement nos apprenants au DELF et au DELF nouveau format, voire les évolutions. Mais un petit peu avant que je vous explique un peu le fonctionnement, donc nous aurons à la fin de l'intervention des lots numériques à gagner. Donc, restez évidemment jusqu'au bout pour pouvoir vous inscrire au tirage au sort où vous disposerez donc de versions numériques qui seront offertes donc par tirage au sort. Il y aura également pour tous les participants donc présents à cette intervention des spécimens numériques pour pouvoir consulter également nos méthodes, nos dernières méthodes. Donc on est ensemble pendant une petite heure pour parler justement du DELF nouveau format et aussi pour répondre à vos questions dans le chat. Donc il y aura en fait 3 parties, voire 4. Donc la première pour distinguer l'ancien et le nouveau format, faire cette distinction, c'est souvent effectivement une source un petit peu d'angoisse pour les professeurs et par conséquent pour les apprenants, mais vous verrez que la différence n'est pas si grande entre les deux formats. On va voir ensuite dans la principale partie comment se préparer aux différentes épreuves et également donc comment concevoir des questionnaires à choix multiples puisque de plus en plus dans le nouveau format on fera appel donc aux questionnaires à choix multiples. Et puis en dernière partie, mais c'est juste une conclusion pour vous parler de l'évolution également du système d'évaluation du DELF en vous invitant à revoir donc notre formation lors de l'université Clé Formation qui a eu lieu en partenariat avec France Éducation Internationale. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser justement dans le chat. Mais avant tout, je vous propose un petit sondage pour mieux se connaître. Donc, on va lancer le sondage en ligne. Où donc une petite question, c'est est-ce que vous préparez vos apprenants au DELF? Vous avez plusieurs réponses possibles. Oui, systématiquement. Oui, en général. Oui, de temps en temps. Non, pas encore, mais c'est en projet. Et puis, non, jamais, parce qu'il y a peut-être des personnes qui voilà, ne connaissent pas encore ce système et qui viennent justement aux informations. Donc, on va laisser défiler un petit peu le temps que vous ayez
la possibilité de répondre donc à ce questionnaire, c'est pour se faire une petite idée. On a quand même les principales tendances qui se dégagent avec quand même une majorité de oui, évidemment, pour ces informations et donc plus d'un tiers qui prépare systématiquement. Il y a quasiment voilà, la moitié d'entre vous qui ont l'habitude de travailler et de préparer les élèves au DELF. Ça signifie que normalement, vous connaissez un petit peu l'ancien système déjà de certification de l'examen. Je vais, même si encore des personnes qui répondent, fermer le sondage et vous le partagez pour que vous puissiez voir par vous-même aussi les résultats du sondage avec une majorité évidemment de professeurs qui se préparent aux certifications. Donc on va, si vous voulez bien, démarrer. Merci pour votre participation. On fera un autre petit sondage dans la deuxième partie. N'hésitez pas donc à poser vos questions. Il y a Marjolaine qui est avec nous qui va pouvoir répondre au fur et à mesure de vos questions et puis elle refera le point par la suite. Alors, cet ancien et nouveau format, quelles sont les conséquences en fait pour les apprenants? J'allais dire d'une certaine façon aucune pour vous rassurer, parce qu'effectivement le DELF, vous le connaissez, le DELF c'est un diplôme officiel de qualité qui est harmonisé sur les niveaux du cadre européen commun de référence pour les langues. Donc, lorsqu'un élève maîtrise le niveau A2, maîtrise le niveau B1, B2, A, etc., il peut réussir les certifications, le diplôme, j'allais dire, quelle que soit sa typologie. L'important, c'est bien sûr d'acquérir ces compétences. Autre point à souligner, c'est que ce diplôme est reconnu dans le monde entier, bien sûr, et il est valable à vie. Donc, les élèves qui ont déjà passé l'ancien format, leur diplôme reste toujours valable. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Même chose, il faut savoir que la version junior et scolaire a exactement la même valeur que la version adulte et tout public. Donc là aussi, pas de distinction, hein, c'est un diplôme qui certifie un niveau du cadre européen. Les versions, que ce soit junior, scolaire, tout public, n'est pas indiqué sur le diplôme, mais il est bien marqué niveau A2, niveau B1, etc. du cadre. Donc, d'une certaine façon, pour les apprenants, ça ne change pas grand-chose dans leur préparation. Par contre, ce qui est important pour les enseignants, c'est de bien connaître les deux formats pour bien préparer les apprenants. Alors, on va passer justement un petit peu de temps sur ces nouveaux formats. Premier point, première notion à bien comprendre, c'est que ce nouveau format coexistera avec l'ancien, donc jusqu'en 2024. C'est-à-dire que depuis 2020, il y a eu une évolution petit à petit des formats et vous avez donc en fonction du pays, en fonction de la session, en fonction du niveau et en fonction même de l'épreuve, soit l'ancien format, le format actuel, soit le nouveau format. Donc c'est vraiment tiré au hasard. Hein, c'est pas parce que dans un pays on a commencé avec le nouveau format qu'il y aura systématiquement après le nouveau format. Mais c'est sûr que plus on avance de la date de 2024, plus il y aura aux examens des typologies de nouveaux formats. Mais jusqu'en 2024, les deux formats coexistent. On peut aussi bien avoir l'un que l'autre. Ça, c'est important à savoir. Ça veut dire tout simplement qu'il faut que nous, enseignants, nous préparions les élèves aussi bien au format actuel qu'au nouveau format, pour ne pas déstabiliser les élèves au moment de l'examen. Alors, pour avoir une idée et connaître exactement quelles sont ces différences, je vous invite à regarder donc dans notre collection ABC DELF, que ce soit la collection junior ou scolaire ou la collection tout public. Ici, c'est un exemple pris du B1, mais de regarder justement dans le livre où vous avez le descriptif des épreuves au départ qui indique exactement les différences entre l'ancien et le nouveau format. Vous voyez le nombre d'exercices qui est précisé, le type d'exercice,
également le type de question qui est proposé et le nombre de points accordés pour chacun des exercices. Donc, l'enseignant peut facilement, évidemment, voir la différence entre un format et l'autre format. Donc, vous les retrouvez dans notre collection ABC DELF. Vous avez le descriptif complet, justement, de ces deux formats. À savoir également que dans le livre, vous verrez très nettement l'apparition du logo nouveau format. Quand vous avez un sujet, déjà à noter évidemment sur la couverture, vous avez le bandeau conforme au nouveau format d'épreuve, donc qu'il n'y ait pas de confusion. Et dans le livre, vous aurez les deux typologies d'épreuves qui coexistent également avec ce bandeau nouveau format qui explique évidemment comment ça se passe. Vous savez également que dans le livre, on a systématiquement des conseils qui sont donnés par un coach et notamment un des points essentiels, on reviendra dessus, sur lequel il faut que les élèves soient attentifs, c'est la présence d'intrus d'une certaine façon. Vous avez ici un sujet avec plus, disons, de réponses que de documents proposés. Donc ça, c'est un point sur lequel, effectivement, il faudra sensibiliser nos élèves. Mais déjà, dans le livre, il n'y a pas de surprise. C'est bien indiqué clairement s'il s'agit de l'ancien et du nouveau format. Alors, en quoi consistent effectivement ces changements? Si vous regardez le tableau, vous verrez que les changements consistent finalement uniquement les épreuves de compréhension orale et compréhension écrite. Il n'y a aucun changement pour les épreuves de production. Donc, les épreuves de production telles que vous les connaissez restent exactement les mêmes et resteront les mêmes. Les raisons de ce changement, ça a été pour que l'épreuve de compréhension reste une épreuve de compréhension et non pas une épreuve de production, qu'elle soit la plus juste possible. Et c'est pour ça qu'il y a ce choix, donc des questions à choix multiples. Et les niveaux, vous voyez les niveaux qui sont proposés actuellement. Donc, c'est le niveau A2, B1 et B2. Pour le niveau A1, ce sera un peu plus tard où on va avoir par la suite, donc pour le niveau A1, à partir de la fin d'année, début d'année prochaine, également des changements, tout comme à venir le C1 et le C2. Mais pour l'instant, ces nouveaux changements donc concernent les trois niveaux A2, B1, B2, version junior et scolaire et version tout public. Donc voilà déjà des premiers points, disons, pour se situer par rapport aux changements à venir. Marjolaine, si jamais il y a des questions en particulier concernant cette partie, n'hésite pas à intervenir. Alors, on nous met déjà effectivement des personnes qui sont un petit peu angoissées en disant que ça complique le travail des enseignants. Pas tant que ça, à partir du moment où vous êtes effectivement bien préparé, bien conscient des modifications, vous verrez que ça ne change pas grand-chose puisqu'on continue à apprendre la langue aux élèves. Mais c'est vrai qu'il y a des questions évidemment qui apparaissent. Alors, plus en détail, par rapport au changement, vous allez voir la tendance générale, c'est qu'on va proposer davantage de supports. Notamment, si vous regardez dans la compréhension orale au niveau A2, on passe de 7 supports audio à 14 supports audio. Le niveau n'est pas plus difficile, mais les documents sont plus courts et plus nombreux. Pour une raison très simple, ça permettra à des élèves qui par hasard ne pourraient pas comprendre une thématique, un enregistrement, de pouvoir se rattraper sur d'autres enregistrements puisqu'il y en a plus, ils sont plus courts et plus nombreux, donc avec davantage d'exercices. Donc là aussi, c'est pour faciliter, j'allais dire, la chance des candidats, qu'ils aient plus de chances de réussir si jamais ils tombent sur un document qui serait compliqué pour eux. C'est la même chose dans la compréhension des écrits. On passe à des supports donc plus nombreux mais plus courts également. Il n'y a normalement pas de modification réelle du temps de passation, si ce n'est pour l'épreuve du B1, où vous voyez que pour le B1, pour la compréhension des écrits,
on offre 10 minutes de plus aux candidats. Mais sinon, pour toutes les autres épreuves, il n'y a pas un changement de temps. Dans la passation, il n'y a pas un changement non plus de niveau. Et pour le nombre d'épreuves, effectivement, on en aura un peu plus, mais plus courte pour pouvoir justifier. Ce qui va surtout changer avec donc ces nouveaux formats, ça va être le type de questions, puisque on veut interroger sur la compréhension d'un document audio et d'un document oral. Ça signifie qu'on ne va pas demander à l'élève d'écrire, on ne va pas le juger sur sa production écrite. Donc, tout ce qui était à compléter, les réponses ouvertes, n'existe plus. On va vraiment l'évaluer sur les questions à choix multiples, que ce soit des questions à choix multiples écrites ou imagées. Donc, ce qu'on avait, les crocs et les crolls, c'est-à-dire les questions à réponse ouverte et courte ou les questions à réponse ouverte et longue, c'est complètement supprimé. Par exemple, lorsque vous aviez à fixer un rendez-vous et on vous demandait quand a lieu le rendez-vous et l'élève devait écrire lundi, il n'aura plus à écrire lundi, il aura à cocher entre lundi, mercredi et vendredi, par exemple. Donc, vous voyez, la simplification de ce côté-là et ça ne pose pas de problème, j'allais dire, orthographique aux élèves, l'épreuve de compréhension. Pour les vrais-faux, on s'arrêtera aux vrais-faux sans justification. Et pour les exercices d'appariement, c'est-à-dire d'association de deux éléments, il y aura en fait plus de choix pour être sûr que l'élève a bien compris qu'il ne réponde pas au hasard en se disant bon bah c'est le dernier, j'ai pas compris le dernier, mais c'est le seul qui restait. Donc voilà, c'est vraiment pour se focaliser sur les épreuves de compréhension. Donc il ne faut pas trop s'inquiéter non plus, dans le sens où on va vers une facilitation de la compréhension pour les élèves. Alors effectivement, on a des commentaires de certains qui trouvent que c'est plus simple, mais également plus d'esprit critique et de logique pour pouvoir répondre. On verra aussi en détail effectivement ce qu'il en est. Pour le nombre de points, puisque une question apparaissait aussi, il est forcément indiqué au moment aussi de la passation pour les élèves. Alors voici quelques petits exemples justement de production en QCM. Vous avez les QCM avec les images, hein, vous devez compléter avec une image ou compléter en choisissant parmi trois réponses possibles. C'est le cas aussi pour le niveau B1. Vous voyez ici, cette fois-ci, pour un niveau B1, aucune réponse ouverte. Il ne s'agit que de QCM. C'est la même chose pour les niveaux B2 également pour les apprenants. Donc, on va avoir, comme je disais, des supports beaucoup plus courts. Hein, prenez des exemples ici de A2 où les textes sont plus courts, moins de questions par texte. Même chose pour le niveau B1, il n'y a pas forcément tout l'exercice qui est proposé. Et surtout, vous connaissez quand il fallait choisir un programme, on a à comprendre le document, mais il n'y aura pas ensuite de questions subsidiaires pour choisir quel est le meilleur itinéraire qui convient à tous et qui là aussi souvent déstabilisait les apprenants. Donc franchement, pour l'apprenant, il n'y a pas de raison que ça lui complique son travail, mais ne pas oublier évidemment que comme les deux formats coexistent, il faut continuer à proposer aussi pendant les cours des questions ouvertes, déjà pour être sûr que l'élève comprenne ce qu'on lui fait. Et vous aurez donc le dernier grand changement, c'est celui d'intrus. On a plus de choix avec des intrus. Donc, vous avez par exemple à la base 6 documents de compréhension et à partir de ces 6 documents, donc vous avez ici 8 personnes. Donc, ça signifie que là, il y a un petit peu l'approche qui est différente. C'est bien la compréhension du document. On ne va pas chercher Alix s'intéresse à l'art et regarder les textes parce qu'il y aura un moment, une phrase correspondant à un intrus et on ne trouvera pas, j'allais dire, de mots-clés pour répondre. Donc, il est plus simple de partir du document, de lire le document et par rapport au document, de vérifier quelle est la seule réponse possible parce qu'il y a
qu'une seule réponse par document. Ça, c'est important. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut faire attention avec nos apprenants, bien leur signaler qu'il n'y a qu'une seule réponse par document et la réponse se trouve dans les choix proposés. Donc, il y aura 2 choix proposés sans réponse qu'on ne va pas cocher. Ça, c'est effectivement un point qui est nouveau, mais une fois de plus, pour vérifier qu'ils ont bien compris la compréhension. Ensuite, dans les changements, c'est ce qu'on a déjà dit, sur les niveaux supérieurs, à partir du B1, B2, vous saviez qu'il y avait souvent des justifications ou des questions ouvertes. Ce ne sera plus le cas. Hein. C'est vraiment vrai ou faux, ou alors des questions de QCM qui sont proposées, que ce soit junior ou scolaire, tout public, c'est la même chose. Ici, vous aviez, puisqu'il y avait une question sur les points qui sont proposés juste à côté. Donc, voilà en gros les modifications dans la typologie des épreuves. Alors, je sais qu'il y a énormément de questions qui arrivent. On essayera de revenir un petit peu sur les questions. L'attribution des points, donc ça dépend des sujets, mais c'est beaucoup plus équilibré, évidemment, dans les épreuves. Alors, on peut passer à la deuxième partie, c'est la préparation aux épreuves. Comment est-ce qu'on va se préparer aux épreuves? Et cette fois-ci, c'est moi aussi qui vais vous poser une question puisqu'on passe à la deuxième partie du sondage pour voir un petit peu, ça nous donne une petite idée de comment vous préparez vos élèves. Donc, je lance le sondage. C'est qu'est-ce que vous utilisez donc tout au long de l'année pour préparer vos élèves. Vous avez cette fois-ci donc plusieurs réponses possibles normalement. Donc, est-ce que vous travaillez d'habitude avec la méthode et le cahier d'activité? Est-ce que vous utilisez un livre de préparation certification, uniquement un livre de préparation? Une grammaire en complément, une lecture suivie, où vous travaillez avec uniquement vos propres documents, donc ou un peu de tout, ça arrive aussi. Donc, ça nous donne une petite idée. Je vous laisse le temps de répondre pour pouvoir voir un petit peu comment est-ce que vous avez l'habitude de travailler. Je vois qu'il y a peu de personnes qui travaillent sur les lectures suivies et pourtant, c'est un bon outil de préparation, d'enrichissement aussi du vocabulaire. Et vous allez voir, pour travailler la compréhension orale, les lectures sont également un bon appui pour nos élèves. Mais évidemment, voilà, les 3/4 d'entre vous travaillent avec une méthode et son cahier d'activité ainsi qu'un livre de préparation aux certifications. Alors, je sais que certains travaillent que avec le livre de certification. C'est quand même plus compliqué pour l'enseignant qui lui-même doit construire ensuite le cours. Donc, une fois de plus, vous avez à peu près tous répondu, donc je peux partager les réponses, envoyer au même niveau la méthode, le cahier d'activité, le livre de préparation aux certifications. Certains d'entre vous rajoutent une grammaire et puis surtout vous rajoutez vos propres documents aussi. Je pense dans certains cas aussi pour suivre l'actualité, être au plus près de l'actualité. Donc, merci d'avoir répondu à ces questions et on va passer donc à cette deuxième partie sur la préparation aux examens. Comment est-ce qu'on peut se préparer aux épreuves? Alors, évidemment, il y a la préparation tout au long de l'année. On peut se poser 1000 questions. Est-ce qu'il faut travailler chaque compétence séparément? Qu'est-ce qu'on fait avec le projet puisqu'on doit préparer un examen en fin d'année? À partir de quand on fait passer les tests? Ça, je pense que c'est les questions les plus fréquentes. Et puis, sinon, donc, on verra un petit peu au cours de cette intervention justement comment est-ce qu'on peut s'organiser. Mais évidemment, ce qu'on recommande, c'est de travailler avec une méthode, hein, d'apprendre le français. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Si on apprend le français, si on a le niveau, forcément l'élève, quelle que soit la typologie de l'examen, va réussir son examen. Donc, l'important, c'est vraiment de travailler sur la langue, de lui donner des bons
fondamentaux parce que après, au niveau B1, B2, il a besoin de tous ces acquis précédents que lui auront donné les méthodes. Donc, bien sûr, au moment de l'apprentissage, on travaille les compétences, toutes les compétences ensemble, en commençant normalement par la compréhension orale pour aller jusqu'à la production écrite, mais il y aura quand même des moments où on va se focaliser davantage sur la typologie des examens. Et le projet participe aussi évidemment de l'apprentissage de la langue et de la réussite, puisqu'on va aussi avoir des connaissances supérieures. Donc, quand faire passer les tests, ça, on le verra, mais c'est vrai que c'est bien au début d'année de leur expliquer le fonctionnement, ce qu'on attend d'eux. Et puis, évidemment, c'est vers la fin où on mettra de plus en plus de sujets d'examen. Il faut qu'ils aient un petit peu progressé aussi. Alors, on va voir, nous, par compétences. Je vais essayer d'être assez rapide là-dessus, puisque c'est des choses que vous connaissez quand même. Évidemment, travailler la compréhension orale se fait à partir de documents déclencheurs. Alors, j'ai pris des exemples d'hashtag la classe, la méthode hashtag la classe dont le niveau B2 vient de sortir, déjà pour vous la faire découvrir un petit peu, mais aussi parce que c'est un bon exemple de méthode qui aide à la préparation aux examens. Vous avez la méthode pour travailler la langue et vous verrez le cahier d'activité est vraiment axé sur la typologie des épreuves du DELF. Donc, ce document déclencheur qu'on a au début d'une leçon va permettre, évidemment, vous le savez, d'introduire la thématique. Alors, ça peut être un document déclencheur vidéo, un audio. Dans d'autres cas, évidemment, ça va être un document écrit, mais là, on parle de notre compréhension orale. L'occasion, donc, d'enrichir le vocabulaire, parce qu'on va voir le vocabulaire en contexte, d'aborder les phénomènes grammaticaux. Alors, de les aborder une première fois, on reviendra ensuite, bien sûr, avec les exercices de systématisation pour bien les comprendre, mais ça va vraiment être la mise en place, justement, de ce qu'on va demander par la suite aux apprenants. Et puis aussi, l'occasion de leur donner certaines idées, de leur donner des arguments et bien sûr, vous verrez dans les interrogations, dans les questions proposées, permettre, faciliter l'interaction pour que chacun puisse donner son avis. Alors là, on est à niveau B2, mais même à des niveaux inférieurs, ce document déclencheur, ces documents qu'on a en départ vont aider les élèves à mieux travailler leur compréhension orale. Ça, c'est important. C'est pas on écoute 2 fois, vous répondez à la question, vous ne pouvez pas, on vous note. Ça, c'est au moment de l'examen. Tout au long de l'année, ce qui nous importe, c'est de progresser dans la compréhension orale. Et s'il faut écouter, réécouter, on va le faire avec eux pour qu'ils s'habituent justement aux enregistrements. Donc, vous avez des questions guidées. Vous avez à chaque fois un questionnaire guidé pour comprendre de façon globale, puis de façon détaillée. Enfin, vous savez, travailler les documents audio, mais c'est important, notamment dans les premiers temps, de les travailler avec les élèves, de revenir en arrière, vraiment pour qu'ils comprennent comment travailler les audios. Parce que souvent, les élèves ne savent pas comment travailler les audios. Les audios, ce n'est pas juste un test, combien de points j'ai eu, mais c'est un document vraiment très riche où on va pouvoir trouver des informations grâce aux transcriptions, grâce aux idées proposées. Ça va nous donner ensuite des arguments, des idées pour détailler. Ça, c'est avec une méthode pour les adultes, Odyssée, notre nouvelle méthode donc pour adultes. Et voyez bien qu'ici, on a pour un niveau A2 un document déclencheur. Donc, on est tout au début du niveau A2, hein, dans les premières leçons. On a l'interview du réalisateur Denis Villeneuve. Et puis, là aussi, je vous disais, ça permet de mieux comprendre. On a les mots-clés qui sont proposés, des questions de compréhension avec vrai ou faux. Alors ici, on a justifié. Oui, bien sûr, il n'y aura plus de justification, mais ce qui nous importe au moment où on travaille pendant l'année, c'est que l'élève comprenne pourquoi. Hein, parce qu'on ne va pas juste s'arrêter à l'examen, mais à la compréhension du document. Et bien sûr, vous avez l'exploitation ensuite de la langue. Ici, on travaille le verbe avoir à partir donc
cette interview. On est tout au début pour arriver ensuite à présenter un petit texte pour présenter le réalisateur, et puis on va travailler ensemble avec son voisin ou un autre apprenant. Donc là aussi pour discuter et pouvoir créer ensemble des textes. Donc tout ça, ce sont des modèles que l'on va utiliser pour pouvoir enrichir ces expressions. Donc c'est pas uniquement le test qui nous intéresse ici, mais vraiment le contenu même du document qui est proposé. Alors, pour s'entraîner, par la suite, vous avez évidemment les tests d'entraînement, soit à la fin des ouvrages. Hein. Là, par exemple, vous avez sur la droite un exemple de la méthode Odyssée avec les tests d'entraînement à la fin, mais aussi tout au long donc des chapitres. C'est le cas avec hashtag la classe, ou dans le cahier d'activité, systématiquement, pour chaque leçon, même pas chaque unité, pour chaque leçon, vous avez à chaque fois des épreuves de compréhension orale, compréhension écrite et production écrite également qui sont proposées. Mais donc, vous avez systématiquement pour chaque leçon, plus à la fin des unités encore, vous avez des tests complets, énormément de ressources, de typologie, donc de nouveaux formats. Parce que ces deux ouvrages, que ce soit hashtag la classe pour les adolescents ou Odyssée pour les adultes, évidemment, tiennent compte de l'évolution du DELF et de son nouveau format, donc le type d'épreuve qui est proposé. Alors, voyez également la référence au bibliomanuel et au biblioexo. Pour ceux qui connaissent déjà, et vous aurez l'occasion justement de découvrir un bibliomanuel, puisqu'à la fin, pour les participants, vous recevrez par mail un code d'activation personnelle pour pouvoir choisir la méthode qui vous intéresse. Vous avez donc dans ces bibliomanuels la correction et ça permet aux élèves de se tester. Le BiblioExo, ça va un peu plus loin, c'est avec la méthode Odyssée, c'est une plateforme d'e-learning qui accompagne avec le suivi des élèves. Vous le verrez dans d'autres présentations, mais là aussi, c'est des outils pour aider à la préparation des épreuves. Alors, pour se préparer également à mieux entendre, je vais regarder aussi au niveau des questions. Mais je vois que pour l'instant, Marjolaine est là pour répondre à vos questions, et si jamais vous avez d'autres questions à la fin de l'intervention, hein, vous pouvez toujours nous écrire un petit mail. Je voulais insister aussi dans cette partie sur la compréhension orale, sur les lectures. Les lectures clés en français facile ou la collection découverte pour les adolescents, c'est bien sûr de la lecture, de la compréhension écrite, mais comme vous avez tous les audios en accès libre sur le site de Clé Internationale, Marjolaine va vous mettre effectivement le lien vers l'espace digital des lectures clés en français facile, et ça vous permettra, avec vos apprenants, de travailler la compréhension orale à partir d'une histoire qui est lue par des acteurs avec musique, ambiance, enfin vraiment c'est très agréable à écouter. Donc on sort un petit peu de l'apprentissage classique, de la méthode avec des documents radio-audio, mais il n'empêche que ça permet de faire travailler aussi avec nos apprenants la compréhension orale et de passer petit à petit justement à partir de l'oral à l'écrit, puisque la version papier évidemment existe également. Donc je vous invite aussi, là, pendant l'été, pour ceux qui font des cours d'été, justement, à travailler sur une lecture suivie. Et on passe, si vous voulez bien, aux compréhensions écrites. Donc, les épreuves de compréhension écrite, hein, c'est la deuxième grande compétence qui va évoluer dans les certifications du DELF. Mais évidemment, dans les méthodes, c'est pour ça qu'on vous invite à travailler avec des méthodes, les documents sont sélectionnés avec soin en fonction de la progression des apprenants. Ce sont des documents authentiques. Là, vous avez des exemples effectivement d'Odyssée, des documents authentiques, des documents récents et représentatifs aussi de la diversité francophone. On a un extrait ici du niveau A2 sur les nouvelles manières de travailler avec le coworking ou le co-travail. Mais vous avez également les vélos en libre service ici à Marrakech, donc documents
authentique de compréhension pour les élèves. Donc, l'avantage aussi de travailler avec des méthodes récentes, c'est que vous avez des documents récents qui couvrent bien j'allais dire les différentes tendances. Vous savez qu'on a une méthode tendance qui trouve bien les différentes tendances et la pluralité, évidemment aussi du domaine francophone autour d'Odyssée. Donc des sources très variées. Ici, l'autre exemple, c'est à partir toujours dans Odyssée A2 où on vous présente effectivement Hercule Poirot. Alors, c'est j'allais dire, l'occasion avec le succès d'Arsène Lupin, justement, aussi de faire le parallèle donc avec Agatha Christie. Et vous avez des exemples ici de toujours la suite de l'exploitation du document avec des BD, mais vous avez bien sûr des publicités, des affiches de films, des mails, enfin des sources très très variées qu'on va retrouver dans les méthodes puisqu'il y a un choix et une sélection évidemment faite pour qu'on couvre l'ensemble des typologies d'exercices. À noter également que vous allez trouver évidemment dans les méthodes des exercices de compréhension avec, comme je vous disais pour hashtag la classe, des exercices vraiment de typologie d'ELF. C'est le cas du cahier d'activité d'hashtag la classe où vous avez vos documents, vous répondez et comme vous avez avec la version numérique, vous avez la correction possible. Ça permet aussi aux apprenants de gagner du temps en travaillant dessus. À noter que ces documents écrits proposés dans les méthodes, c'est également des documents qui vont être des ressources pour les projets, pour enrichir ces connaissances. Donc là aussi, ça permet ensuite d'être mieux préparé parce qu'on aura vu différentes variétés de sujets tout au long de l'année avec les élèves, donc de mieux comprendre les documents qui sont proposés, mais aussi de se préparer indirectement à la production écrite, puisqu'on aura des arguments. Ici, c'est hashtag la classe B2. On aura certains arguments qui sont proposés justement dans ces documents, certaines idées pour aider à la compréhension. Alors, je passe sur la production orale et la production écrite parce qu'il n'y a pas de modification, mais je voulais quand même signaler que si vous voulez travailler davantage la production orale, évidemment, vous avez des ouvrages consacrés à ce domaine-là avec la communication progressive, mais également par compétence, la collection par compétence, où vous avez les expressions orales. Je vous ai mis un petit extrait où vous avez vraiment les outils de la langue et on passe une fois de plus par les différentes étapes. Mais ce qui est important dès le début, évidemment, c'est avec les élèves, dès le début, de leur faire parler donc dans les cours. Apparemment, il y a un petit souci sur le son. Je réactive mon son. Je ne sais pas si depuis ça va mieux. Parce qu'apparemment, il y a eu un petit souci avec le son. J'espère que ça va pour tout le monde. Est-ce que vous pouvez dans les questions, ceux qui... C'est bon, aucun problème de son, ça va, On t'entend bien, hein, Annick, on t'entend bien. Ok, d'accord. Donc, je continue pour dire que effectivement, dès les premiers cours, prenez l'habitude de parler avec vos élèves, d'introduire des petits rituels. Bonjour, ça va, etc. D'avancer progressivement, de proposer effectivement des réponses dans la question. Est-ce que, je vais dire une question, est-ce que tu aimes le chocolat ou est-ce que tu n'aimes pas le chocolat? Pour que l'élève puisse répondre avec la phrase en entier, simplement en changeant les personnes. Leur laisser le temps également de s'exprimer, bien sûr, et ne corriger qu'après, souvent en reformulant la phrase, mais vraiment pour ne pas les couper, les laisser la possibilité de s'exprimer. Même chose pour tout ce qui est production écrite. Profitez bien des documents qui ont été exploités dans les compréhensions. Guidez les élèves pas à pas, discuter justement avec eux, rajouter des idées, donner des expressions, réfléchir avec eux à certains plans. Et puis,
pour que ce ne soit pas juste une répétition de ce qui a été fait, poser des contraintes. Dans Hashtag la classe, on a mis ça dès le début, où on a des toutes petites contraintes dans la consigne pour justement les obliger à s'adapter à la situation. Là aussi, au moment de l'examen, qu'ils lisent bien la consigne. C'est important de répondre à la question de la consigne. Et puis, une fois que la production est faite, vous avez passé du temps à corriger, c'est pas pour rien. Donc ensuite, vous demandez à l'élève de retravailler la correction et de vous redonner le corrigé de votre propre correction. C'est comme ça qu'il va pouvoir progresser dans la production écrite, mais toujours en se basant sur les documents existants. Alors, évidemment, quand on approche de plus en plus des certifications, on va vouloir proposer des sujets de type DELF. Et c'est ce qu'on vous propose avec les collections ABC. Donc, c'est pas la peine de chercher de votre côté des sujets complémentaires. Nous avons 2 collections. Le DELF junior et scolaire avec ABC. Donc, vous connaissez probablement cette collection. Dans la nouvelle édition, donc conforme au nouveau format 2020 et valable jusqu'en 2024, vous avez donc les 2 formats, un seul livre avec les 2 formats. Donc, pour les professeurs qui étaient angoissés, comment préparer les élèves, là, il n'y a pas de souci puisque de toute façon, ils verront les 2 typologies au cours de l'année. Pour ceux qui connaissent la collection, vous savez qu'il y a un DVD avec des vidéos de passation d'épreuves où on a le déroulement des épreuves, les informations importantes pour savoir comment ça se passe. Donc là aussi, c'est plutôt en début d'année qu'on va travailler sur cette vidéo. Puis on a une passation complète. Là, je dirais que lorsqu'on approche un petit peu, on leur remet une petite dose et puis un quiz assez sympathique, assez caricatural pour montrer comment se passent les épreuves. Et puis surtout, tout au long de la méthode, vous avez les trucs et astuces du coach qui va expliquer là où il faut faire attention, plus on en a déjà parlé dans d'autres formations, les copies témoins, c'est-à-dire une copie qui est annotée par rapport à la grille de notation, et puis évidemment aussi des épreuves complètes pour faire le point. Pour la version tout public, là aussi, pour préparer vos apprenants, vous avez donc cette version avec un livre qui contient les 2 formats, le format actuel et le nouveau format, mais surtout dans la nouvelle édition, vous avez un livre et une application. Quand vous avez votre livre, c'est la même chose pour la version junior et scolaire, vous avez ce qu'on appelle le livre web, c'est-à-dire au dos de la couverture, vous avez un lien internet et un code d'activation lié donc à votre livre qui vous permet ensuite de feuilleter en ligne le livre. Mais non seulement avec la version tout public, vous pouvez feuilleter en ligne votre livre, mais vous avez également accès à une application avec l'autocorrection des exercices. Donc, vous avez comme ça 200 activités qui sont proposées, des épreuves complètes aussi. Et puis, à la fin, les petits plus, puisque c'est une destinée à tout public, donc avec grammaire et vocabulaire. On continue, si vous voulez bien, avec la dernière partie sur la conception de QCM. On reprendra quelques minutes à la fin si vous avez encore des questions sur la préparation des épreuves. Mais maintenant que ces épreuves, ce nouveau format est tourné autour des QCM, un petit rappel un petit peu de la conception des QCM, comment faire pour concevoir des QCM et surtout quelles sont les erreurs à éviter lorsqu'on veut en réaliser. Alors, un petit panorama des QCM existants. Vous avez le QCM classique avec une question qui est proposée et puis une réponse vrai ou faux, oui, non, qu'on peut changer aussi pour travailler sur la langue, masculin ou féminin, singulier ou pluriel, etc. Donc, où vous avez 2 simplement réponse à choisir entre 2 réponses. Puis vous avez le QCM que vous connaissez aussi avec plusieurs choix. Normalement pour le DELF, nouveau format, c'est le choix entre 3 réponses possibles. Mais il n'y a évidemment qu'une seule clé, c'est-à-dire qu'une seule réponse exacte. Dans le nouveau format, il ne peut pas avoir plusieurs réponses possibles ou alors il faudrait que ce soit précisé, mais normalement ce n'est pas le cas, il y a une seule réponse possible.
Vous avez encore d'autres QCM qui existent sous forme de tableaux. C'est ce qu'on a pour les exercices de compréhension orale au niveau du A2. Alors ça, c'est un exemple du site de FEI. Donc les tableaux à entrée multiple, hein, c'est ce qu'on avait vu déjà tout à l'heure, avec différents dialogues. Ici, on a 4 dialogues. On a ensuite proposé 6 situations, mais uniquement donc 4 situations correspondant au dialogue. Et vous voyez ici, on nous posait la question tout à l'heure du nombre de points. Le nombre de points est indiqué sur la copie tout à fait normalement. Donc ça, c'est les tableaux à entrée multiple. On en a également pour des niveaux supérieurs. C'est toujours du A2, mais en B1 aussi, on a ce genre de tableau. Enfin, hein, c'était la première épreuve de compréhension écrite où vous avez effectivement des documents assez courts, différents documents, même nombre de points par document et une seule case, donc pour chaque document, une seule réponse pour chacun des documents. C'est là où, j'allais dire, il faut bien préciser auprès des élèves, il ne faut pas absolument mettre une réponse pour toutes les situations puisqu'il y a 2 items sans réponse. Ça, c'est important. Il y a un autre format de QCM qui ne concerne pas le DELF, qui concerne le TEF. Je voulais quand même le signaler, c'est les textes à compléter où on vous propose pour chaque passage donc une phrase, un mot-clé qui vous permettent donc de compléter votre document. Là, on est sur un niveau supérieur et vous avez également ici d'autres sujets avec des textes à remettre en ordre ou aussi les évaluations linguistiques. On peut utiliser les QCM pour l'évaluation linguistique où on vous propose effectivement de continuer une phrase en choisissant la bonne formule. Donc, vous voyez qu'il y a différentes variétés de QCM. Alors, par contre, les QCM vont tous être conçus de la même famille, de la même façon. Hein. On a un item de QCM. Ça va avoir évidemment un document support audio ou visuel ou écrit. Hein. On aura une consigne et puis ce qu'on appelle donc la question ou amorce qui doit être la plus claire possible. Ça, c'est important effectivement pour les élèves que cette question soit la plus claire possible. Et puis ensuite, des réponses avec dans les réponses ce qu'on appelle la clé, c'est-à-dire la bonne réponse. Et normalement, il faut qu'il n'y ait qu'une seule bonne réponse ou alors il faut le spécifier, 2 réponses sont attendues. Et vous avez ensuite les distracteurs, c'est-à-dire les mauvaises réponses. Et là, attention, quand on crée son propre QCM, il faut que les mauvaises réponses soient, j'allais dire, réelles, soient logiques. On ne va pas inventer quelque chose qui n'existe pas en français. Donc, c'est ça qu'il faut faire attention lorsqu'on propose des réponses, même si elles ne sont pas exactes, il faut qu'elles semblent possibles auprès des apprenants, parce que souvent ils font par élimination. Il faut aussi que la bonne réponse soit de même ordre que le reste. Vous ne pouvez pas mettre une réponse qui est 3 fois plus longue que les autres parce que vous voulez être le plus précis possible dans votre réponse. Donc, il faut que ce soit à chaque fois un choix de réponse à peu près similaire. Autre point essentiel, lorsqu'on conçoit ses propres QCM, il faut que la réponse se trouve dans le document. Ça ne doit pas être des questions de culture générale. Quelle est la capitale de la Belgique? Paris, Bruxelles, Berne, etc. Il faut effectivement que la réponse se trouve dans le support et que normalement, l'élève n'est pas capable d'y répondre s'il n'a pas son document support. Sinon, c'est un questionnaire de culture générale et ce n'est pas un questionnaire de compréhension écrite ou orale du document. Donc ça, c'est les 2 pièges qu'il faut éviter. Attention à ce que la question corresponde bien au contenu du support et attention dans le choix des réponses, qu'elles soient à peu près toutes similaires et qu'il n'y en ait qu'une seule
donc de réel. Ensuite, pour les outils, il y a énormément d'outils numériques. Je vous ai juste fait une sélection ici de certains générateurs que vous connaissez certainement. Il y a Kahoot ou Quizlet que beaucoup utilisent. Au niveau universitaire, je sais que Moodle est souvent utilisé. Puis sinon, vous avez également Socrative, toujours pour créer des questionnaires en ligne, et puis Cuisinière du réseau Canopé aussi, qui peut vous permettre de réaliser donc facilement des QCM et même d'adapter justement des documents que vous avez sous forme de QCM pour s'approcher de la typologie des épreuves. Alors, on va finir sur cette partie-là. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on prendra justement un tout petit peu de temps pour répondre à vos questions. Et je voulais juste faire une parenthèse sur l'évaluation avant de passer aux questions. Vous verrez ici le lien, parce que lors de notre université Clé Formation, vous savez que Clé International a organisé donc des universités Clé Formation au printemps dernier, et nous avons eu l'occasion donc pour l'une des séances plénières de travailler donc avec FEI autour du DELF-DALF, et notamment Marie Rousse qui nous a présenté les évolutions du dispositif d'évaluation. Donc ça me semble plus pertinent, à la place de vous parler de l'évaluation du dispositif, donc l'évolution du dispositif d'évaluation, que vous regardiez plutôt évidemment l'intervention de Marie Rousse, donc directrice du département du DELF, enfin des certifications DILF, DELF, DALF au FEI. Et les grandes lignes, ce nouveau dispositif n'est pas encore mis en place, mais dans les grandes lignes, ce nouveau dispositif s'approchera un petit peu de ce qu'on connaît avec le DELF Prime. C'est-à-dire qu'on aura toujours des questions comme la grille actuelle, des questions plus pragmatiques et des questions plus linguistiques. On aura toujours cette séparation, mais on n'aura plus exactement la même façon de noter. On aura plutôt non acquis, en voie d'acquisition, parfaitement acquis, des nuances comme cela qui seront rajoutées. Mais de toute façon, vous serez informés aussi, évidemment, lorsque les nouvelles grilles sortiront. Dans l'intervention justement de l'université Clé Formation, vous avez quand même un premier modèle de grille qui est proposé. Donc, je vous invite à suivre également cette autre formation. Vous verrez sur notre chaîne YouTube de Clé Internationale, vous verrez cette vidéo comme beaucoup d'autres vidéos. Alors, on va passer aux questions. Ça vous permettra d'avoir le temps, si vous voulez, donc de vous inscrire pour ce tirage au sort, puisque vous pouvez gagner par tirage au sort des versions numériques, mais aussi pour chacun d'entre vous donc qui sont déjà inscrits à GoToWebinar, évidemment un lien vers un spécimen numérique. Vous allez recevoir d'ici 2 heures environ. Regardez dans votre boîte mail, dans les spams, si vous avez reçu donc un message avec votre code d'activation. Mais pour tout le monde, que vous soyez sur les réseaux sociaux, que vous soyez inscrit à ce webinaire, pensez à vous inscrire pour gagner donc une version numérique. Donc, vous avez le lien ici. Ça va être l'occasion, en attendant que vous preniez les notes, qu'on jette un coup d'œil sur les différentes questions qui ont été posées. Alors, les QCM, effectivement, concerneront tous les niveaux, pour répondre à Margarita, aussi bien le C1, C2 par la suite, mais pour l'instant, les nouveaux formats ne concernent que le A2, B1 et B2. Mais oui, pour le B2, il s'agira uniquement de QCM si, je reviens là-dessus, si vos apprenants tombent sur le nouveau format. Ils peuvent, jusqu'en 2024, tomber encore sur l'ancien format avec des questions ouvertes. Donc, dans le lien, on vous mettra petit à petit le chat. Je remonte un petit peu sur les différentes questions qu'il y a eu. N'hésitez pas à en remettre certaines.
Alors effectivement, il y a une autre question, c'est par rapport au découpage et à la progression. Il y a certains apprenants qui veulent aller plus vite. Comment passer quand on n'a pas beaucoup d'heures? Ça, c'est pour une réponse de Christine qui nous demande ça par rapport à des apprenants qui veulent passer d'un niveau à l'autre très rapidement. Utiliser les outils numériques et notamment les bibliomanuels ou l'application de ABC Tout Public, parce que l'élève peut progresser par lui-même en faisant les exercices. Vous consacrez sur la méthode et eux, ils travaillent en autonomie justement grâce au bibliomanuel. Je pense aussi à Odyssée qui aura une plateforme d'e-learning d'ici très peu de temps. Elle va être mise en place. Et également, évidemment, dans Odyssée, vous avez la banque de ressources qui vous permet aussi d'avancer à votre rythme, donc d'aller un petit peu plus vite. Par rapport au contenu, donc les formats, on l'avait vu tout à l'heure, qui coexistent jusqu'à la fin. Le lien du tirage au sort, vous l'avez donc sur le diaporama. Il est visible pour l'ensemble. Alors, il y avait une autre question par rapport à l'âge des apprenants. Est-ce que pour les 16-18 ans, vous proposez plutôt le DELF tout public? Pour le DELF tout public, normalement, il faut être adulte pour pouvoir s'y inscrire. Après, ça dépend des pays. Il y a peut-être des particularités où dans certains pays, on n'offre pas toutes les versions, mais normalement, c'est par tranche d'âge. Donc, le DELF prime est réservé aux élèves du primaire. Ensuite, il y a junior et scolaire, c'est la même tranche d'âge, donc normalement jusqu'à 18 ans. Et au-delà de 18 ans, c'est la version tout public. Alors, évaluation, nouveau format d'évaluation, on n'a plus d'évaluation écrite à aucun niveau, c'est-à-dire, pour être plus précis, dans le nouveau format, il y a eu des modifications dans les compréhensions, les épreuves de compréhension où les élèves n'ont pas à écrire les réponses, ils ont juste à cocher. Donc, ils ne sont pas évalués pour leur orthographe ou leur grammaire dans les épreuves de compréhension. Mais bien sûr, il y a encore les 2 épreuves de production. Il reste les 4 épreuves, donc notées en tout sur 100. Dans les autres questions, combien de points? Donc, le nombre de points, c'est 25 par compétence. Le DELF adulte évolue également pour les niveaux, mais Marjolaine a déjà répondu, pour les niveaux A2, B1 et B2. Ce n'est pas que le junior et scolaire, les 2 versions ont évolué. Évidemment, les candidats ne choisissent pas le type d'épreuve qu'ils vont avoir, ni le chef de centre, ni le responsable du pays. C'est vraiment au hasard. Donc, il y aura un sujet ou un autre. Évidemment, il n'y aura pas non plus une salle de A2 qui compose avec l'ancien sujet et à côté une autre salle de A2 qui compose avec le nouveau. Ce sera tous les élèves de la même session, du même pays, qui auront le même format qui sera proposé. Alors, est-ce qu'il vaut mieux travailler une compétence par séquence? Moi, je proposerais de travailler, pour répondre à la question de Sarah, de travailler avec les méthodes et à la fin de l'unité de la méthode, là, on peut reprendre, insister un peu plus sur certaines compétences. Et par rapport au DALF, pour l'instant, il n'y a pas encore les nouveaux formats pour le DALF. Donc, on en reparlera. On reste pour l'instant sur le sujet qui est proposé. Et dans les questions, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur les questions. Je vous propose par la suite de regarder, on va vous mettre la vidéo, de regarder un petit résumé justement de ces changements par les auteurs de la version
DELF junior et scolaire. Et puis, par rapport aux institutions qui organisent les sessions d'examen, renseignez-vous auprès de vos alliances françaises, auprès des instituts français, auprès de FEI. Par rapport à votre pays, ça évolue en fonction de… Enfin, ça dépend de chacun des pays. Donc, vous voyez vraiment le responsable local qui se charge de la préparation, de l'organisation des certifications. Annick, est-ce que tu peux lancer la vidéo? Moi, je suis en possibilité là. Ok, on va lancer la vidéo. Donc, on vous remercie encore tous pour votre participation. Un très bon été à tous. Et puis, donc, je vais juste changer pour pouvoir vous remettre la vidéo qui va résumer justement l'ensemble des modifications des certifications. Au revoir à tous.